Donc, Président, la saison de basket est presque arrivée à son terme. Hein. Si vous aviez un bilan à faire, lequel serait-il? Bilan globalement positif, puisque en début de saison, quand nous commencions, avec la situation difficile qu'il y avait et les challenges importants qu'on avait à relever, et les moyens dont on disposait surtout, on n'était pas en mesure de penser qu'on pourrait faire autant. De toute modestie, nous avons quand même amorcé de façon très satisfaisante la réconciliation de la famille. On fait des avancées au niveau des clubs, au niveau des pratiques, au niveau des joueurs, au niveau même des supporters. Nous avons fait beaucoup d'initiatives. Vous avez vu vous-même, les finales se sont très bien passées dans l'ensemble, populaire, mais pas vraiment de problèmes majeurs. Donc le défi de l'organisation et de la mobilisation. Le défi aussi de faire une saison qui peut paraître banale, mais dans le contexte dans lequel on était, ce n'était pas évident. La saison régulière a été organisée avec de grandes performances. Tous les tournois ont été à terme, toutes les finales disputées, et avec des niveaux comme hier vraiment très élevés en termes techniques. Et donc, sans oublier aussi tout ce qui est fait sur la gestion et le management du basket, les nouveaux textes qui sont en cours d'élaboration, l'avènement du collectif des clubs qui quand même est un cadre qui permet d'avoir un interlocuteur crédible, tout ce qui est fait en termes d'avancée sur les infrastructures. Nous avons un important programme d'infrastructures de proximité. Déjà 18 terrains sont en cours de construction, certains sont déjà réceptionnés et on va continuer avec l'ambition d'en faire une quarantaine neuf sur tout le Sénégal d'ici à 2015 et en réhabiliter 42 pour permettre à ce que l'on joue partout, dans tous les quartiers, dans tous les villages, etc. Parce que c'est comme ça que les talents naissent, évidemment avec le programme de formation et d'encadrement qui accompagne tout ça. Si vous y ajoutez l'équipe nationale, qui finalement quand même va aller en Coupe du Monde et qui est un regroupement où ça se passe, même avec des difficultés récurrentes qui sont connues du reste, ça se passe relativement bien, de l'avis même des joueurs et de l'encadrement. Je pense qu'on peut être énormément satisfait. Globalement, on peut dire que c'est plus de 50% des objectifs assignés au CNBS qui ont été atteints. Ah oui, largement. Là, vraiment, largement. On ne pensait même pas finir le code d'éthique, qui est un élément essentiel du dispositif de management du basketball. On l'a fait, il est achevé. Je ne parle pas des procédures de gestion, procédures administratives, financières, de gestion et d'organisation de la future fédération et du CNBS. Les avancées significatives faites sur l'élaboration des textes, même si on n'a pas tout fini. Le séminaire de partage avec tous les comités régionaux et évidemment les stages de formation pour ce qui est des entraîneurs, pour ce qui est des coachs et pour la coopération qui est relancée avec la France, avec l'Espagne, avec les États-Unis, la NBA. Et donc oui, on est largement en dessus de ce que nous espérions pouvoir faire cette première. À vous entendre parler, on se dit que vous êtes prêt à rendre le tablier au terme de la date qui a été fixée pour le CNBS. Oui, l'ambition, c'est même la feuille de route qu'on avait faite avec la FIBA et elle nous a mené à fin mars 2015 pour l'installation de la nouvelle fédération. Je dois vous dire que mon ambition, avec l'ambition de tout le comité, c'est de faire en sorte que, bien avant cette date, qu'on puisse finir le travail et installer carrément une nouvelle fédération. Et nous nous y attelons dès après la Coupe du Monde. Nous allons nous atteler à peaufiner les textes, à faire des séminaires nationaux de partage. La FIBA, on est en train de nous mettre d'accord sur une date pour qu'elle vienne nous rendre visite, mesurer avec nous les pas qui sont déjà faits sur la normalisation, sur le processus de normalisation. Et donc, notre ambition, c'est une ambition ultime, c'est de ne même pas démarrer la saison et de laisser la fédération le faire. Et vous ne pensez pas être candidat? Ah non. D'abord, pour des raisons d'éthique. D'abord, je ne peux pas diriger le comité de normalisation et prétendre être candidat. Donc, d'abord, par éthique, je ne serai pas candidat. Mais ensuite,
par intérêt, par passion, je ne suis pas motivé pour diriger la fédération. J'ai beaucoup trop de casquettes et beaucoup d'autres choses. Je me suis engagé avec tout le CNBS parce que c'était une mission d'État, parce que l'État avait besoin que des fils s'engagent pour une cause donnée dont on connaît la difficulté et la complexité. Mais pour notre pays, pour nos enfants, pour le basket, pour le sport, nous nous sommes engagés, mais au terme de la mission, on laissera ceux qui en ont la passion, donc continuer à travers des élections régulières au niveau des ligues, mais aussi une fédération forte qui peut continuer. Le futur proche, c'est le mondial de basket. Comme vous l'avez dit tantôt, l'équipe est en regroupement ici à Dakar. Comment ça se passe? Alors, dès le début, nous avions dit que les ruptures devraient aussi se voir sur la manière dont les équipes nationales sont traitées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a hésité longtemps entre deux choix: normaliser en jouant au basket, c'est-à-dire que les championnats se jouent, que l'équipe nationale compétisse, que les clubs se ressortent en Afrique, ou normaliser en ne faisant rien de tout cela. L'avantage de la deuxième solution, de normaliser sans jouer, aura été de mettre des procédures et des mécanismes qui nous permettent de ne plus revivre les difficultés que l'on a toujours vécues lors de toutes les campagnes. Et aussi de ne pas, en pleine saison, avoir des problèmes. Nous avons, après multiples discussions avec des clubs, avec toutes les parties, avec les ministères, avec les comités, nous avons décidé de dire un normaliste. Et on a fait le championnat avec des innovations de taille. Le trophée des champions que vous avez vu qui a été un énorme succès. Le All-Star qui a été aussi, je pense, quelque chose de très bien sur le plan de la promotion du basket, la pacification, de l'amélioration des relations entre les clubs, entre les joueurs eux-mêmes, de booster l'esprit aussi de team building qui fait que même si on compétit le week-end, on partage des valeurs sur le basket et puis beaucoup d'autres choses. Ça n'a pas empêché quand même qu'il y ait eu des tensions de trésorerie par-ci, des difficultés par-là, comme on aurait souhaité ne plus avoir. Mais quand on a décidé de dire on joue en réglant les problèmes, on avait accepté de traîner aussi les problèmes quelque part avec nous. Je pense que plutôt on s'en est bien tiré. C'est la même chose pour l'équipe nationale. Les problèmes de budget, les problèmes de billets d'avion, les problèmes de licence, les problèmes d'assurance, j'allais dire. C'est des choses que, sur le plan de la réflexion et du management, nous avons maîtrisé depuis longtemps. Parce que nous avons un monsieur Coupe du Monde, un monsieur Séville, qui est Gabriel Lopez, qui est un haut cadre que tout le monde connaît, qui a dirigé les plus grandes banques ici, dont Citibank, donc qui pendant 6 mois n'a travaillé que sur ça avec une équipe. Donc, évidemment, on a tout mis à la minute près, au chiffre près, sur tous les aspects logistiques, financiers, organisationnels, sécuritaires, assurance, tout ce que vous voulez. Maintenant, tout le monde le sait aussi, la prise en charge de l'équipe nationale et du ressort de l'État, qui a des procédures administratives, les finances publiques ne sont pas simples, qui a des procédures budgétaires un peu plus compliquées, qui a des arbitrages et des choix d'investissement à faire, d'affectation de budget. Et donc c'est ça qui a fait que jusqu'à présent, ça traîne encore. Mais pour l'essentiel, l'équipe est dans de meilleures conditions. Je pense qu'ils n'ont jamais été, c'est eux qui le disent, mais dans des conditions comme celles dans lesquelles ils sont aujourd'hui, dans un hôtel de référence, en pension complète, avec tout ce qu'il faut, avec tout l'équipement nécessaire, les équipements que notre partenaire nous a donnés, ils le savent, sont gérés en toute transparence. Ils sont même déposés dans les magasins de nos forces armées pour être sécurisés et donc distribués aux ayants droit et non à personne d'autre. Donc, vous les avez vus hier, ils étaient très beaux au stade, bien habillés. Ils ont les outils de travail. Nous avons fait venir à leur demande un préparateur physique. Je pense que c'est pour la première fois, qui est celui du Real de Madrid, ce qui n'est pas n'importe quoi, qui est venu pour les aider. Parce que vous savez, dans le groupe, nous avons des étudiants, des élèves, ceux qui viennent de jouer, ceux qui n'ont pas joué depuis. Et donc, il y a un problème de nivellement physique important. Nous avons renforcé l'équipe kiné. Ils vont avoir 2 kinés et un médecin, comme toutes les équipes. Et donc, ils vont perdre moins de temps dans les salles de massage, etc. Oui, nous avons commandé des équipements ultra modernes, du niveau de toutes les équipes qui ont participé au championnat du monde pour notre staff médical, à savoir des valises aux normes internationales.
Et donc, oui, et ça, malgré le budget, le CNBS, dans ses maigres moyens, a trouvé des solutions pour faire tout cela. Des moyens d'accompagnement qui devraient aider l'équipe à passer le tour ou à faire une présence honorable. Oui, on a dit on va se donner les moyens d'abord de mettre nos équipes dans les meilleures conditions, qu'elles se préparent dans les mêmes conditions. Nous avons des matchs de qualité, nous avons le Mexique, nous avons l'Espagne, nous avons la Slovénie, je crois, nous avons d'autres équipes, 4, 5, 6 matchs. Nous avons un camp en Espagne, donc de 3 semaines à Malaga, où on va jouer tous ces matchs. Et puis après, nous avons un retour sur Dakar pour 2 jours, où avec l'équipe des États-Unis, on va passer en clinique pour les jeunes. Je pense que c'est important aussi pour la promotion du basket, parce que je vous ai dit qu'on a lancé un important programme de promotion par la construction d'infrastructures de proximité. Et nous allons accroître cela par un partenariat sur lequel nous réfléchissons avec l'Association des maires du Sénégal, parce que l'acte 3 de la décentralisation offre de nouvelles possibilités. Et donc, je pense que cette rencontre avec la Dream Team américaine va être un élément accélérateur de la promotion du basket dans le pays et dans la sous-région, parce que le Sénégal a cette ambition, et c'est normal d'être toujours un leader. Et donc, je pense que ça se passe plutôt bien, les joueurs sont satisfaits. Ce qui reste, c'est vraiment la mise en place du budget. Et ça aussi, nous avons eu toutes les assurances. Vous avez vu, cela ne s'est pas fait depuis longtemps. Quand même, le président de la République a voulu lui-même venir présider la finale. Par son calendrier chargé en dernière minute, il a dépêché son Premier ministre avec beaucoup de ministres qui sont venus assister à la finale de la Coupe du Sénégal. Ça montre aussi l'intérêt dans ces conditions, accueillir l'équipe des États-Unis, travailler pour réfectionner les infrastructures et puis construire un palais de congrès qui est annoncé à Diamniadio, qui permettra au Sénégal de venir. Donc l'ambition pour Séville, c'est d'être digne représentant du continent africain d'abord, avant d'être celui du Sénégal, et de nous battre parce que nous pensons que nous en avons le potentiel et les moyens pour essayer de passer au deuxième tour, parce que ça vient sur un match de basket possible, même si nous sommes dans une poule particulièrement relevée, comme le reste du niveau de la Coupe du Monde. L'Algérie et je pense que le Nigeria nous ont montré déjà au Brésil que l'Afrique pouvait rivaliser. Et l'Espagne est passée, l'Allemagne, le Ghana plutôt, est passé de peu la Côte d'Ivoire. Alors que dire un penalty à la 93e minute. Donc, je veux dire, on avait vraiment le potentiel pour que 4 équipes africaines sur 5 au football passent. Je pense que sur le basket, ce n'est pas encore arrivé, mais entre l'Égypte, l'Angola et le Sénégal, cette équipe qu'on a avec du potentiel, je touche du bois, tout le monde est là, si on n'a pas de blessés, on n'a pas de pépins, oui, on peut envisager passer un tour, ce qui aurait été une grosse performance, même si pour nous, l'objectif culture reste la CAN 2015 et les qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio en Tunisie. Donc, nous allons aller avec l'ambition d'être de ces points positifs que vous avez énumérés, la fraude sur l'âge a refait surface avec les U18. Donc on a été contraint de déclarer forfait. Que s'est-il réellement passé? Non, la fraude sur l'âge n'a pas refait surface. Elle est permanente. Elle est permanente, elle n'a jamais disparu. Depuis le début, on sait, nous quand on est venu, on a pris le dossier à bras le corps. Ce qu'on découvre tous les jours est ahurissant et même inquiétant. Non seulement l'avenir des gosses, la crédibilité de tout notre système, mais aussi même la sécurité de notre pays. Si chacun peut avoir 2, 3 identités, c'est un énorme problème qui malheureusement n'est pas propre au basket, mais pour lequel nous devons lutter. Donc ce n'est pas quelque chose qui a ressurgi, c'est quelque chose qui était là et qui n'a pas disparu, mais pour lequel nous avons pris des décisions radicales. D'abord, l'État a pris des mesures. Vous savez qu'une enquête judiciaire officielle est ouverte sur ce qui s'était fait. Et au niveau du CNBS, avec la FIBA, nous avons pris l'engagement avec le ministère de mettre en place des procédures à tout le monde informatiques qui permettraient, si ce n'est pas de l'éradiquer de façon définitive, de juguler au moins ce phénomène. Et c'est ainsi que nous sommes en train de travailler via la commission juridique sur les textes. Nous sommes en train de travailler sur des procédures. Nous sommes en train de mettre une équipe. Nous avons mis déjà une équipe qui doit faire une saisie de tous les stocks sur ordinateur, numériser tout, l'ensemble des licences. Vous
ça tourne autour de 2500. Et puis voir avec l'informatique quels sont les moyens qu'on a pour sortir les incohérences, les cas de similitude, ressemblance de fraude, etc., pour faire un certain nombre de tri. Mais pour l'avenir et pour régler ça de façon définitive, nous pensons qu'il faut recourir donc, à ce logiciel de façon permanente. Mais il faut aller dès le plus bas âge. D'abord à l'école, ensuite via l'UASU. Et enfin, il faut une véritable législation pour les académies, parce que c'est les académies aussi qui sont des portes ouvertes à tout. Nous avons l'ambition, à travers les nouveaux textes, de codifier un nouveau modèle d'académie qui doit donc répondre de certains critères, qui doit donner certaines garanties, qui doit gérer sous une certaine forme, qui doit faire l'objet de contrôle périodique et régulier, qui doit bénéficier d'une autorisation pour pouvoir opérer. Et si on fait tout cela, je pense qu'on rentre dans le système informatique FIBA organisé qui sera généralisé après la Coupe du Monde, d'après les plannings de la FIBA. Je pense qu'on peut, raisonnablement, d'ici quelques années, prendre des jeunes, les accompagner, par exemple, à partir de 12 ans, les accompagner jusqu'à 16 ans, en faire les U16, ensuite les U18. Donc si on a ce suivi-là, je pense que de façon définitive, c'est la seule manière de régler dans la durabilité ces problèmes de fraude. Ce qui s'est passé maintenant pour les U18, vous savez, le Sénégal n'a pas compétit par les qualificatifs, on a été évité. Tout le monde sait que nous avons fait l'objet de sanctions pour les U18 féminins et garçons. Nous avions décidé de rendre les trophées, ce qui effectivement, les trophées vont partir aujourd'hui de Dakar vers Antananarivo pour être remis à la FIBA officiellement, parce que nous les avons gagnés encore une fois en l'absence de toute équipe sportive. Nous avons décidé de ne pas envoyer l'équipe, puisque quand nous avons vu avec notre direction technique nationale et notre service juridique, notre commission juridique, nous avons vu que quoi que nous pu faire, on n'a aucune certitude sur la plupart des garçons qui tournent qui peuvent tourner autour de l'équipe nationale, qui peuvent être sélectionnés. Donc cela n'a rien à voir avec le problème de budget que d'aucuns ont évoqué. On ne peut pas aller en Coupe du Monde pour 300 millions et ne pas aller à la CAN pour 30 millions pour développer le budget. Encore que ce n'est pas le CNBS qui finance ça. L'État du Sénégal n'est pas à 30 millions près. C'est les défaitistes. Le CNBS peut être jugé sur les finales qu'on a organisées. Ça, c'est le CNBS. Le budget ne s'est pas ressenti. On a donné des récompenses qu'on n'a jamais données ici. Donc ça, c'est vraiment les gens dont le métier c'est parler. C'est les mêmes gens qui voulaient qu'on aille pour qu'ils aillent fouiner encore, chercher des faux excès pour les envoyer. C'est parce qu'ils ont été déroutés. Ils sont démasqués, ils sont connus. Et la République, parce que c'est de l'État qu'il s'agit, se dressera devant eux. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils comprennent une fois pour toutes que leur mécanisme et leur système de fonctionnement ne pourra plus prospérer. Il y aura des textes, il y aura des gens qui en ont la compétence et la probité morale même, on peut le dire, pour diriger. Et donc il n'y a pas de budget. Moi-même, j'aurais pu financer 30 millions de budget. Ce n'est pas ça le problème. C'est que nous n'allons pas tant que nous n'allons pas. Voilà. Les gens auraient voulu qu'on aille pour qu'on nous sanctionne, qu'on dise qu'en fait, ce n'était pas eux, c'est pas. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est ce qu'on a fait quand ils avaient vu qu'il n'y avait pas de certitude. Même si on peut leur donner la présomption d'innocence de n'avoir pas fraudé volontairement, même si tout le processus ne le dit pas, c'est avoir au moins eu la responsabilité de dire on n'y va pas. Eh bien, cette responsabilité, nous la prenons. Pour les U18, c'est pareil. Nous sommes en train de réfléchir. Le moment venu, on appréciera. Si le processus est terminé, si nous avons la certitude d'avoir un groupe de performance qui est fiable, si le logiciel est à jour, si le fichier est fiable, si nous sommes sûrs, on y va. Sinon, comme je vous ai dit, la tendance et la réflexion qui n'est pas définitive ni non plus arrêtée, c'est de voir avec tous les partenaires, avec les encadreurs, avec les techniciens, avec les clubs, avec le ministère. C'est de dire on se donne un temps où on met en place quelque chose de fiable et on ressort. L'image, la crédibilité, la grandeur, le respect de notre pays le mérite. Il n'est plus question qu'on reste entre les mains de gens qui n'ont aucune morale, aucune retenue pour le pays, pour prendre des jeunes comme ça et les envoyer partout comme des bétails. Je pense que nous devons tous, y compris vous, les médias, mener un combat contre cela et pour protéger nos jeunes enfants et tous nos neveux dont
beaucoup sont sacrifiés à vie parce qu'ils ne pourront plus jamais compétir nulle part. Le basketball qui est leur passion, c'est peut-être des gourdes ici qui sont en perdition qu'on va voir. Ça, ce n'est pas acceptable pour 2 000, 3 000 euros qu'on donne à des gens de morale douteuse. Je pense que c'est ça. Nous, on est très clair dans ce qu'on fait. S'il faut rester 10 ans sans jouer pour mettre en place le fichier, nous le recommanderons aux autorités. Donc, on le fait. Vous voyez, les garçons, il n'y a pas de problème. On y va et on va se battre pour que nos clubs retournent en Afrique. Déjà, senior, parce que les seniors, il y a moins de problèmes. C'est ça, quoi. Mais le Sénégal est un pays avec une image et une crédibilité, avec un leadership diplomatique reconnu dans le monde entier. Il faut que le Sénégal reste dans ça. C'est pourquoi nous avons rendu ces 2 trophées qui sont venus entacher la vingtaine déjà engrangés au niveau africain dans le basket. Merci, Président.